Donc, l'amélioration de la productivité au Québec. Le plan de la présentation, brièvement, donc le contexte, quelques données, les déterminants de la productivité, donc en général, plus que la formation continue, plus que la formation, et certaines propositions et stratégies de notre point de vue, comment l'améliorer. Comme Christian l'a dit, donc la définition, ce qu'on entend souvent par productivité, c'est la quantité de biens et services produits par heure travaillée. Donc, dans le jargon des économistes, le PIB réel, le produit intérieur brut réel par heure travaillée. Il peut y avoir d'autres définitions, la productivité par travailleur. Il y a aussi une définition un peu plus sophistiquée qu'on parle de productivité multifactorielle, donc en incluant le travail et le capital. C'est quoi la productivité supplémentaire qu'on peut avoir par l'organisation des facteurs de production, mais ça, je vous en fais grâce. Comme aussi Christian a dit, donc de façon générale, plus de productivité ne veut pas dire travailler plus ou travailler plus fort. Ça veut dire travailler mieux, donc de façon plus efficace. Et on va voir tantôt un peu quels sont les facteurs qui font qu'on peut travailler de façon plus efficace ou qui font qu'une heure travaillée peut permettre de produire plus. OK? À un moment donné aussi, il y avait un questionnement sur est-ce que plus de productivité veut dire moins d'emplois. Donc, on remplace les gens par des machines et donc ça finit par avoir pour résultat d'avoir moins d'emplois. On prétend que non, parce qu'au contraire, être plus productif nous permet d'être plus compétitif, plus concurrentiel, et donc de produire plus, d'exporter plus, d'être plus innovant. Et de plus en plus, donc, dans le contexte de concurrence mondiale, on voit que c'est un élément important sur lequel il faut viser. Aussi, dans le contexte de vieillissement démographique, je vais revenir un peu plus tard aussi, on dit que pour maintenir notre niveau de vie, on n'a pas le choix que de travailler sur la productivité. Donc, quelques chiffres. Heureusement que j'ai le même chiffre que Christian, et c'est probablement les chiffres donc, qui sont produits par Statistique Canada, qui sont compilés aussi par, ici à HEC, le Centre sur la productivité et la prospérité, donc qui fait un très bon travail, qui analyse ces données-là, plus d'autres enjeux. Et donc, si on compare seulement le Québec aux autres provinces, on voit que donc la productivité ou le PIB par heure travaillée, c'est environ 55 $, 54 $ 95 sous, qui n'est pas très loin de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, même que certains économistes comme Pierre Fortin disent que si on tient compte de l'écart du niveau des prix, on est pratiquement à parité avec l'Ontario. Il faut dire aussi qu'en Ontario, ça va un peu mal ces jours-ci, donc on les rattrape. Mais c'est quand même plus faible que la moyenne canadienne, qui est tirée beaucoup, bien sûr, par la situation en Alberta, et aussi, de façon peut-être un peu étonnante, à Terre-Neuve. Et ça, quand on va voir les déterminants, c'est vraiment l'investissement en capital et machinerie qui fait qu'on a une productivité aussi par heure travaillée qui est plus élevée. Et comme à Terre-Neuve, l'exploitation du pétrole, comme en Alberta, il y a beaucoup de machines, beaucoup de capital physique, donc ça fait augmenter la productivité. Mais bien sûr, il peut aussi y avoir d'autres éléments, comme on va le voir tout à l'heure. Si on compare aux autres pays du monde, donc ailleurs dans le monde, on voit que le Canada, en général, a un problème de productivité comparé aux autres pays. Donc, le Québec, à l'intérieur du Canada, a un problème, mais le Canada aussi, c'est un problème qu'on a et qui dure quand même depuis plusieurs années. Donc, si on compare, par exemple, aux États-Unis ou aux pays européens, bien sûr, la Norvège, c'est aussi un cas à part à cause du pétrole, mais si on compare à d'autres pays européens ou autres où il n'y a pas de pétrole, on voit quand même qu'on a un certain retard au niveau de la productivité. Oui, pour revenir un peu sur mon réflexe d'économiste, économie 101, donc en général, selon la théorie économique, on va dire qu'une entreprise choisit le travail pour que la rémunération corresponde à la productivité du travail. Donc, la rémunération, on parle au sens large, salaire plus avantages sociaux.
Et en général, il va y avoir des fois des gens qui vont dire oui, mais la rémunération n'a pas suivi la productivité. Les données montrent au contraire qu'en général, ça se suit. Il n'y a pas bien sûr une relation exacte, mais de façon générale, on voit qu'au cours du temps, la rémunération a tendance à suivre la productivité. Et c'est pour cela aussi que pour notre niveau de vie, pour améliorer la rémunération, il faut absolument que la productivité par heure travaillée augmente. Une petite équation, c'est la seule. Bon, juste pour représenter avec une équation ce qu'on vient de dire par rapport à notre niveau de vie, parce qu'on parle toujours d'améliorer notre niveau de vie. Donc, le PIB réel par habitant, qui est la mesure la plus utilisée de niveau de vie, on peut la décomposer par le PIB réel par heure travaillée, donc c'est la productivité dans laquelle on parle, qui mesure d'une certaine façon la qualité du travail, fois la quantité du travail, donc les heures travaillées par habitant. Donc si on dit qu'on veut travailler moins parce qu'on apprécie plus, avoir plus de temps de loisirs, ou aussi, donc, comme Christian a référé à un moment donné que M. Bouchard, quand il a dit que les Québécois travaillent moins, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire, si on prend les statistiques, le nombre d'heures travaillées en moyenne par un travailleur au Québec, c'est inférieur au nombre d'heures travaillées en moyenne en Ontario ou dans d'autres provinces au Canada. L'écart, c'est d'environ 50 heures par semaine, donc 50 heures par année, donc plus qu'une semaine par année d'heures effectivement travaillées. Donc, c'est peut-être pas un problème. Il y a dans les pays européens, on travaille encore moins qu'ici, beaucoup moins. On sait qu'il y a plus de vacances et ça peut améliorer la productivité. Ça, sauf que l'enjeu, c'est que si on travaille moins, il faut être plus productif. On ne peut pas travailler moins et être moins productif, sinon on a un problème. Et donc aussi dans le contexte de vieillissement démographique, donc il y a plus de départs à la retraite, moins de gens dans la population active. C'est aussi important de miser davantage sur la productivité si on veut maintenir et améliorer notre niveau de vie, notre production. Production par habitant, donc le PIB réel, même si là, il y a un débat, est-ce que le niveau de vie, c'est le PIB réel par habitant? Évidemment, ce n'est pas la mesure la plus parfaite, mais c'est quand même la mesure la plus utilisée et qui est, selon moi, parce qu'à un moment donné, il dit oui, ça ne mesure pas la qualité de vie, le bonheur. Et je dis oui, effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu, sauf que le PIB réel, c'est la seule chose qu'on peut taxer. Donc, si on veut financer nos services sociaux, il faut travailler sur nos revenus, donc même si ça ne mesure pas parfaitement la qualité de vie. Donc, les déterminants de la productivité, pour revenir à notre sujet de formation et de capital humain, donc de façon plus générale, pour améliorer la productivité, il faut soit investir en capital physique, donc machines et équipements, quand on parle de robotisation, de mécanisation, et c'est ce que plusieurs pays ont fait. C'est aussi, bien sûr, le capital humain. Et donc, la main-d'œuvre, les qualifications de la main-d'œuvre, les compétences, donc ce qui nous ramène aux questions d'éducation, de formation. Et surtout, le point sur lequel je vais revenir tantôt, ce que j'appelle l'adéquation. Donc, c'est l'adéquation entre la formation et les besoins des employeurs. Et pour que la formation soit plus efficace, pour que la formation mène effectivement à un accroissement de productivité et un accroissement de production et de niveau de vie. Et en dehors de ça, donc, de façon générale, pour améliorer la productivité, c'est l'organisation du travail, donc la façon dont, pour un même nombre d'heures travaillées, avec un même nombre de machines et de matériel, on peut produire plus. Et dans donc, des éléments comme l'innovation, la création, la créativité, c'est des éléments, bien sûr, qui vont permettre d'augmenter la productivité. Et de façon générale, l'environnement d'affaires. Pour nous, au Conseil du patronat, donc c'est un élément sur lequel on intervient beaucoup. Quand on dit environnement d'affaires, c'est un ensemble de facteurs. Ça peut être autant la fiscalité, l'environnement fiscal, ça peut être autant la réglementation, donc l'environnement réglementaire. Est-ce qu'on impose plus de réglementation qu'ailleurs? Est-ce qu'on a plus de contraintes? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un projet, ça va prendre des années pour démarrer? Est-ce qu'il y a un accueil? La culture un peu aussi, sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Donc tout ça, ça fait partie de l'environnement d'affaires.
aussi l'état de nos infrastructures publiques, parce que bien sûr, si on a des infrastructures qui sont de meilleure qualité, on va être plus productif. Donc ça, c'est vraiment très macro, si vous voulez, ou très général sur les questions de productivité, mais je pensais que c'était important, vu que aussi d'autres vont parler plus spécifiquement de formation, donc d'avoir le portrait plus global. Donc si on veut améliorer la productivité, il faut travailler sur ces trois éléments-là, donc je viens de citer, l'investissement privé, le capital humain, sur lequel je vais mettre un peu plus d'accent, et l'environnement d'affaires. Donc c'est... comme aussi Christian l'a dit, donc l'investissement privé, on a un certain retard au Québec si on compare toujours aux autres provinces. Donc si on regarde l'investissement en machines et matériels, en pourcentage du PIB, on voit qu'on est à moins de 5%, alors qu'en Ontario, c'est plus que 5%. En moyenne, au Canada, 5,5%. Bien sûr, dans les provinces comme l'Alberta, le Saskatchewan, Terre-Neuve, c'est beaucoup plus intensif en capital. Et donc, bon, ça va dépendre bien sûr de la structure industrielle, donc de la nature des activités, des secteurs industriels, comme dans le cas du pétrole par exemple, où c'est plus intensif en machinerie. Mais ça dépend aussi d'une volonté d'investir et de conditions fiscales, d'incitation à l'investissement. Il y a eu lors d'un budget, je ne me rappelle plus, en 2010 ou 2011, un crédit d'impôt à l'investissement pour encourager les entreprises à investir davantage. Et donc, j'espère qu'à un moment donné, ça va porter fruit. Il y a eu aussi, on a aussi, donc plus spécifiquement, un certain retard. Malheureusement, je n'ai pas la diapo ici. Si on regarde plus spécifiquement l'investissement en technologie, en TIC, technologie de l'information et des communications, on a aussi un certain retard au Québec par rapport aux autres provinces. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut travailler. Nous, nos interventions souvent en termes de politique publique, et donc c'est des choses qu'il faut viser, sur lesquelles il faut travailler pour améliorer la productivité de nos travailleurs. Donc, en termes d'investissement, donc en machines, en équipement, machines et matériel, les conditions, c'est d'avoir un environnement fiscal qui est propice, un environnement fiscal et réglementaire propice à l'investissement privé, et avoir un fardeau global qui soit concurrentiel. Vous savez, on parle beaucoup qu'au Québec, on subventionne plus nos entreprises. Et c'est probablement vrai, c'est un choix que le Québec intervient plus dans l'économie, intervient plus au niveau des entreprises de différentes façons, des crédits d'impôt, des subventions directes, des prêts, des contributions, des participations. Et ça peut avoir ses mérites, ça peut être intéressant, sauf qu'il faut évaluer l'efficacité de ces mesures-là à un moment donné. Et il faut aussi tenir compte, notre dada, ce qu'on dit, c'est les taxes sur la masse salariale pour tenir compte du fardeau fiscal global. Donc, parce que pour une entreprise, c'est vrai qu'il y a l'impôt des sociétés, il y a les subventions qu'elle peut recevoir, les crédits d'impôt, il y a aussi la taxe sur la masse salariale qui est celle qui affecte le plus l'emploi. Parce que si à chaque fois qu'on va engager un travailleur, on va payer 15% de plus en différentes cotisations, c'est sûr que ça encourage à en embaucher un peu moins ou à leur payer un salaire qui est plus faible. Donc, on a un enjeu de ce côté-là. L'autre enjeu, c'est le fardeau réglementaire et administratif. Je vais revenir aussi un peu plus tard. Pour ce qui est donc du capital humain, donc c'est le sujet un peu qui vous peut-être intéresse plus aujourd'hui, le capital humain en général. On a certains défis. Donc, si on parle que ce soit le niveau universitaire, collégial, la question de décrochage scolaire, la question de formation continue, il y a de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles. Donc, du côté des bonnes nouvelles, donc si on dit que pour être productif, ça prend un capital humain qui est plus qualifié, ça prend plus de compétences. Donc, si on regarde par exemple le niveau d'éducation universitaire au Québec, la première colonne, le pourcentage de la population de 25 à 64 ans qui possède un diplôme universitaire, on voit qu'on a un certain retard par rapport
au Canada par rapport à la moyenne canadienne. Donc, on est à 23% contre 29% en Ontario, 26% dans la moyenne canadienne. Mais on n'est pas si mal si on se compare à la moyenne de l'OCDE, par exemple, qui est à 22%. Et donc, on a un certain retard et peut-être qu'il faut essayer de travailler sur ce retard-là. La même chose à la deuxième colonne pour l'éducation postsecondaire en général. Donc, si on met universitaire et collégial ensemble, on voit aussi qu'on a un certain retard par rapport toujours au reste du Canada, à la moyenne canadienne, mais qu'on se situe pas mal par rapport en général aux autres pays de l'OCDE. La troisième, c'est au niveau du diplôme d'études secondaires. Donc là aussi, on voit qu'on a un certain désavantage par rapport au reste du Canada. Donc on a le pourcentage de la population qui n'a pas de diplôme d'études secondaires, donc qui est 15% au Québec versus 11% en Ontario. Et donc, c'est un élément par rapport, sur lequel il faut travailler. Et là, j'ai une autre sur plus spécifiquement le problème de décrochage scolaire dont on entend parler souvent et que pour nous, c'est vraiment un fléau sur lequel il faut travailler. Si on regarde seulement les jeunes, donc les jeunes de 20 à 24 ans qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires et qui ne sont pas aux études, on voit qu'on a un problème. On est à 9%. Il y a eu des améliorations au cours des 4-5 dernières années. Donc, depuis qu'on regarde ces chiffres, il y a eu des améliorations, donc c'est une bonne nouvelle, mais on est quand même en retard par rapport, par exemple, à l'Ontario, la Colombie-Britannique. L'Alberta, c'est intéressant, ils sont pires que nous, et selon moi, c'est un peu un effet pervers ou un contre-effet de l'expansion. Donc, les jeunes n'ont pas le goût d'aller à l'école parce qu'ils peuvent être payés à $20 à un petit job. Donc, c'est un peu un effet qui est négatif de la croissance économique fulgurante. Pour revenir à ce que je disais, la bonne nouvelle aussi par rapport aux études universitaires. Donc, on a un certain retard au niveau global lorsqu'on prend compte de toute la population parce qu'on a un certain retard historique. Si on regarde seulement les jeunes, donc la participation des jeunes de 18 à 24 ans à des études universitaires, on voit qu'on n'est pas si mal comparé à ce moment à la moyenne canadienne. On est exactement dans la moyenne canadienne, un peu plus bas que l'Ontario. Donc, selon moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre un peu les changements, l'évolution qu'il y a eu. On a quand même peut-être un petit problème au niveau de la diplomation. Donc ça, c'est le taux de participation à des études, les jeunes qui s'inscrivent à l'université. Mais ça ne veut pas dire que tous ces gens-là vont se diplômer, vont finir leurs études, ils vont peut-être décrocher à un moment donné aussi. Et donc, il y a un problème de persévérance, mais c'est juste, je voulais quand même en glisser un mot. Bon, pour revenir donc en général à qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi la situation en termes de capital humain, comment on peut améliorer notre capital humain pour améliorer notre productivité et comment, quels sont les éléments sur lesquels on peut travailler et les employeurs et les gouvernements. Donc bien sûr, à la lumière de ce qu'on a vu, la lutte au décrochage scolaire, c'est peut-être le premier point sur lequel il faut continuer de travailler. Et on prétend aussi que les employeurs aussi peuvent avoir un rôle dans le rôle de façon incitative, par exemple, d'encourager les jeunes à poursuivre leurs études pour avoir leur diplôme, à ne pas embaucher, par exemple, un jeune plus qu'un certain nombre d'heures par semaine pour ne pas nuire à sa persévérance. Donc, c'est des choses qu'on encourage. Mais aussi, il faut donc poursuivre les efforts. Aussi, au niveau scolaire, bonne acquisition des compétences, parce que des fois, on a l'impression que même des compétences de base ne sont pas nécessairement bien acquises et qu'il faut s'assurer que la lutte au décrochage, ça ne veut pas dire aussi qu'on a un peu un diplôme de moins bonne qualité, mais que aussi les connaissances de base soient bien acquises. L'autre point donc, qui est très important, c'est une meilleure adéquation entre les besoins des employeurs et la formation. Donc, les besoins des travailleurs aussi, mais donc, comment la formation continue peut être adaptée aux besoins. Donc, si on parle, par exemple, de reconnaissance des compétences, de pouvoir combler une formation manquante, donc pas avoir seulement donc, que ce soit pas juste
une formation sur les bancs d'école qui est rigide, tant de sessions pour avoir ce diplôme, que ce soit plus adapté. Un enjeu aussi qu'on rencontre souvent, c'est la quantité de diplômés en formation professionnelle, parce qu'on voit qu'il y a un problème pour attirer les jeunes vers la formation professionnelle, alors qu'il y a des besoins en formation professionnelle et technique. Selon une estimation d'Emploi Québec, le tiers des nouveaux besoins pour des postes à combler au cours des 10 prochaines années, c'est des postes en formation professionnelle et technique. Et donc, il faut trouver un moyen aussi d'intéresser les jeunes, d'aller dans ces formations-là. Information sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font au Québec. On publie beaucoup d'éléments Emploi Québec, l'information sur le marché du travail. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que cette information soit mieux utilisée, soit mieux communiquée aux étudiants dès l'école secondaire pour les orienter un peu dans les choix, par exemple, de carrière, de métiers pour lesquels il y a une demande ou il va y avoir une demande. Parce que souvent, si à l'école, les conseillers en orientation, par exemple, vont avoir tendance à miser seulement sur l'intérêt des jeunes ou son trait de caractère, c'est important, mais c'est aussi important que de regarder quelles sont les perspectives, quels sont les débouchés possibles, quels sont le salaire possible auquel on peut s'attendre, la qualité du travail et la forme du travail. Donc, il y a aussi à travailler sur ces points-là. L'autre point qui peut améliorer et qu'on encourage beaucoup, c'est les stages en entreprise pour permettre plus donc un lien entre le travailleur potentiel et l'entreprise. Les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Je ne suis pas une spécialiste de ces programmes-là. J'ai un collègue qui, lui, siège sur certains comités de la CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail, donc qui gère un peu ces programmes-là, et que l'évaluation qu'on a, c'est que les entreprises qui les utilisent sont très satisfaites. C'est un programme qui est très intéressant, mais que c'est peu connu. Donc, on peut, et au Conseil du patronat, on a l'intention aussi d'en faire davantage la promotion, parce que c'est le genre d'initiative, je crois, qui a un lien direct avec l'amélioration de la productivité, donc un meilleur lien entre le besoin des employeurs, entre un poste disponible et la formation. Ça fait en même temps l'affaire de la personne qui cherche la formation et de l'entreprise, ça correspond à un besoin réel. Et je vais ouvrir une parenthèse pour parler peut-être un peu du modèle allemand, du modèle dual, que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler et qu'on pense que, évidemment, c'est un modèle qui est un peu différent et c'est une culture aussi et un tout qui est différent. Sauf que la particularité de ce modèle, d'après ce que j'en comprends, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre le milieu de l'éducation et le milieu des entreprises et les employeurs. Donc la formation, c'est vraiment... mettons, il va toujours y avoir une formation en entreprise plus une formation à l'école. Donc les deux se complètent. Et il y a de plus en plus, même le gouvernement canadien a envoyé des gens pour regarder sur place comment ça fonctionne. Et donc on en parle depuis des années, mais je crois qu'on commence à le regarder quand même d'un peu plus proche, parce que si on regarde même à travers la dernière récession, les pays qui ont le mieux passé à travers la récession, les pays qui sont parmi les plus prospères, l'Allemagne se démarque et c'est le pays où encore le secteur manufacturier a une bonne demeure, un secteur fort. Et donc, c'est des modèles desquels il faut s'inspirer. Et la préoccupation donc, qui a été soulevée tout à l'heure, c'est qu'il y a des employeurs peut-être qui ont peur d'offrir de la formation à leurs employés parce qu'ils ont peur qu'une fois qu'ils ont la formation, les employés vont quitter. Cette peur-là, si c'est d'un côté, bon, on sait que peut-être que les employés pour lesquels l'employeur a contribué à la formation vont être plus fidèles, vont avoir tendance à être plus reconnaissants, à rester, mais aussi si le modèle est généralisé et si la formation est de plus en plus répandue, c'est sûr que ce problème-là de resquillage un peu se pose moins de toute façon.
Mais c'est un projet de long terme, mais pour moi, pour nous, je crois que c'est important de poursuivre dans cette réflexion-là. L'offre de formation pour les travailleurs en emploi. Évidemment, vous êtes probablement des spécialistes de ce domaine-là, mais si on regarde au niveau global le Québec, on voit qu'on a un certain retard en termes de formation qui est adapté aux gens qui sont en emploi dans certains métiers, par exemple le soir, la fin de semaine, des sessions raccourcies. Il y a certaines initiatives qui commencent, mais je crois qu'il faudrait donner un bon coup de pouce davantage. Développement et reconnaissance des compétences. Là aussi, donc il y a des initiatives, mais c'est aussi des éléments sur lesquels il faut continuer à travailler. Ensuite, l'adéquation entre l'investissement en machines et équipements et l'investissement en formation de la main-d'œuvre, bien sûr, parce que, donc, comme je l'ai dit, c'est sûr que pour être plus productif, le travailleur doit avoir à sa disponibilité de l'équipement adéquat, de la machinerie adéquate, mais aussi il faut qu'il y ait la formation qui accompagne cet investissement pour que ça soit effectivement productif. Pour ce qui est de la formation continue, Christian en a fait allusion un peu et c'est difficile de trouver des bonnes mesures et de bonnes comparaisons. Et quelqu'un avait posé la question par rapport à l'Ontario, je ne sais pas si c'était par rapport à ça. Ça, c'est les chiffres officiels, mettons. Le problème, c'est que ça date de 2008 et que l'enquête de Statistique, donc c'est Statistique Canada qui a publié ça, l'enquête n'a plus été refaite depuis 2008. À chaque année, on les appelle. Non, on n'a pas l'intention, on n'a pas refait l'enquête. Donc ça, c'est vraiment les personnes de 25 à 64 ans qui sont en emploi et qui ont suivi une formation, que ce soit une formation formelle, donc dans une école, une formation qui mène à un diplôme, ou une formation informelle, donc que ce soit une formation en entreprise, une formation qui ne mène pas nécessairement à un diplôme reconnu. Et donc on voit que le Québec est vraiment loin derrière les autres provinces par rapport à ça. Encore une fois, ceci tout en se rappelant qu'on a une loi qui oblige les employeurs à offrir de la formation, la loi du 1%. C'est quoi? Bon, juste peut-être avant de revenir, une autre mesure que j'ai trouvée qui est un peu plus récente, qui date de 2010, c'est l'enquête sociale générale. Cette enquête est davantage sur l'utilisation du temps, donc c'est comment les gens utilisent leur temps, est-ce que c'est le travail, des activités domestiques, le loisir, une activité éducative. Et on voit que donc le Québec, dans ce cas, ce n'est plus le pire d'une certaine façon, mais quand même on passe moins de temps. Ça, c'est par travailleur, donc ce n'est pas toute la population, ça n'inclut pas les gens qui étudient à plein temps, mais c'est seulement les travailleurs, donc l'utilisation de leur temps, combien de minutes ils ont passé par jour, donc c'est juste une approximation par rapport à combien de temps ils ont consacré à la formation d'une certaine façon, donc une activité éducative. On voit quand même qu'on a un certain retard. Pour revenir à la loi du 1%, nous, évidemment, à l'origine, le Conseil du patronat était contre la loi du 1% parce que c'est une nouvelle obligation pour les entreprises et que ça ne répond pas nécessairement aux besoins de toutes les entreprises. C'est qu'il y en a dans certains secteurs qui ont besoin de plus de formation et je vous dis que les grandes entreprises ou dans certains domaines, ils font beaucoup plus que le 1%. Ils vont consacrer 2-3% de leur masse salariale à la formation. Il faut rappeler toutefois que cette loi-là ne vise que les entreprises qui ont plus que 1 million de masse salariale. Bon, est-ce que je ne prétends pas qu'il faut assujettir les plus petites entreprises, loin de là, sauf que c'est aussi, ça explique une partie de la problématique, pourquoi malgré la loi du 1%, on ne fait pas plus de formation. Nous, ce qu'on prétend aussi, surtout, c'est qu'il faut voir si la formation est adaptée. Si les possibilités d'offres de formation sont toujours adaptées. Par exemple, si on pense, comme je l'ai dit, à la formation pour les gens qui sont en emploi. Est-ce qu'on a assez de formation à temps partiel? Est-ce qu'on a des programmes, lorsqu'il y a de nouveaux besoins, est-ce que les programmes, l'offre de programmes au niveau collégial ou à l'école répond assez rapidement? Est-ce que ça prend 2-3 années pour approuver un nouveau programme?
Est-ce qu'on reconnaît comme il faut la formation qui se fait sur le milieu du travail, la formation un peu informelle, mais qui peut aussi valoir beaucoup? Donc, c'est toutes des questions qui peuvent être soulevées quand on regarde ces chiffres-là. Pour parler de la formation à temps partiel, c'est un chiffre que j'avais vu dans les affaires. Il y avait un article sur la formation continue il y a peut-être un mois. J'ai dit, tiens, c'est intéressant. Donc, à Toronto seulement, il y a 100 000 adultes qui sont dans des programmes de formation à temps partiel. Dans tout le centre du Québec, il y en a 15 000. Pourquoi le centre du Québec? Parce que le chercheur avait regardé seulement ce point-là, donc j'avais les données pour ça. Mais c'est sûr que j'avais des chiffres pour tout le Québec, mais ça date quand même ça date un peu, alors que ça c'est plus à jour. Donc c'est que je crois qu'il y a un certain problème là. Et pour les gens donc qui sont au travail, qui veulent poursuivre une certaine formation à temps partiel, surtout dans certains métiers, dans certains types de métiers. À l'université, c'est peut-être moins problématique, mais plus au niveau collégial que ça pose un problème. Je sais qu'il y a plusieurs initiatives qui commencent à être faites, mais on est encore loin du modèle ontarien. Ce qui est aussi intéressant dans le cas de l'Ontario, c'est que on me dit aussi qu'il y a des employeurs qui peuvent être sur les conseils d'administration des cégeps. Et de cette façon, les besoins des employeurs sont plus directement reflétés dans l'offre de programmes. Donc, cette collaboration-là entre le milieu de l'éducation et les employeurs, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler. Donc, un petit mot sur la SCE, la Subvention canadienne pour l'emploi, à laquelle aussi Christian a fait brièvement allusion tout à l'heure. Le mérite, je crois, de cette mesure-là, que finalement, juste, je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc c'était une proposition que le gouvernement fédéral, une façon de financer la formation, c'est de demander donc que l'employeur finance une partie de la formation et qu'à l'origine, c'était le fédéral finance, donc l'employeur le tiers, le fédéral le tiers et la province un tiers de la formation, mais finalement, suite aux négociations, c'est l'employeur un tiers, le fédéral deux tiers, sauf que le Québec a été exempté, donc il y a eu l'entente pour que ça continue comme le modèle, donc le transfert de fonds et avec une reddition de comptes. Il faut savoir aussi au niveau de la reddition de comptes, c'est quoi qui est impliqué. Est-ce qu'on regarde si la formation a abouti à un emploi, si la formation a abouti à plus de revenus. Donc, c'est tous des éléments. Mais le mérite de cette subvention, c'est qu'elle a quand même attiré l'attention sur l'importance de la formation et l'importance de la formation continue et aussi l'importance d'impliquer directement l'employeur. Donc, on a beaucoup de programmes de formation au Québec ou ailleurs, mais la question, est-ce que c'est les modèles les plus efficaces? Est-ce que, comme on a vu qu'on a un certain retard, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Et là, la prochaine étape au niveau fédéral, c'est que l'entente, le EDMT, l'entente sur le développement du marché du travail, donc c'est les fonds qui sont disponibles pour la formation dans le cadre du programme d'assurance-emploi. Ça, c'est à peu près 2 milliards de dollars au niveau du Canada. Cette entente-là, entre le fédéral et les provinces, elle est en train d'être renégociée. On doit peut-être trouver une nouvelle formule d'ici 2 ans. Et donc, toute la question sur comment financer la formation, comment s'assurer que la formation réponde davantage aux besoins, amène finalement plus de productivité finalement et répond tant aux besoins des travailleurs, de ceux qui cherchent un emploi, de ceux qui sont en emploi, qui veulent améliorer leur situation, qui vont changer d'emploi, et aux besoins des employeurs. Donc, comment on peut faire pour améliorer l'utilisation de ces fonds? Nous, par exemple, on a proposé, entre autres, est-ce qu'on peut utiliser, comme c'est de l'argent de l'assurance-emploi, est-ce que les employeurs qui font de la formation peuvent avoir un certain crédit de cotisation de l'assurance-emploi? Donc, c'est un peu comme la loi du 1%, mais à l'envers, ce sera un crédit plutôt qu'une taxe. Donc, si vous avez des idées, ça serait les bienvenus dans le cadre de cette... C'est fini? Oui, OK.
une minute peut-être pour l'environnement d'affaires. Donc j'ai parlé des infrastructures publiques. Bien sûr, s'il y a plus de congestion, les gens sont plus stressés, vont être moins productifs, vont avoir moins de temps pour d'autres activités. Et finalement, le fardeau réglementaire de façon générale, si vous avez des questions, on pourra y revenir, mais c'est un peu aussi notre dada qu'on ne peut pas juste imposer plus d'obligations, plus de réglementations. Il faut que ça soit, se fixer certains objectifs, mais laisser une certaine flexibilité, parce que c'est aussi du temps et de l'argent qui est consacré à se conformer à la réglementation. Et peut-être, bon, ça, en conclusion, le changement que j'appelle culturel, donc c'est aussi une culture de l'éducation. Et ça, bon, ça commence avec les plus jeunes, peut-être, qui ont accès plus facilement à des moyens de faire de la formation, qui valorisent aussi davantage la qualité du travail et l'épanouissement dans le travail et la formation continue. Donc peut-être ça va arriver, mais ça prend aussi que tout le monde décide que oui, c'est important, qu'il faut travailler dans cette direction pour poursuivre notre niveau de vie. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.